Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et merci pour votre présence extrêmement nombreuse. Alors avant de commencer en bonne et due forme le congrès, vous l'avez vu, nous avons une délégation d'agriculteurs, une délégation de la FJA qui était présente à l'entrée. Je voudrais vraiment les remercier pour la dignité et la grande tenue de leur accueil. On peut les applaudir. Bon, juste, merci pour eux. Alors, juste une chose, je pense que si vous voulez être président du MR, c'est le moment, vu l'enthousiasme dans la salle. Mais plus sérieusement, comme on l'a convenu, on a souhaité vraiment que les choses se passent bien et qu'ils puissent vous exprimer et exprimer devant l'ensemble de nos ministres et parlementaires leurs revendications, que ça se fasse correctement, pas sur un parking sous la pluie. Et donc je voulais vraiment les remercier parce que ça montre à quel point leur combat est constructif, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que là où certains voient l'agriculteur comme un pollueur, nous on le voit surtout comme quelqu'un qui nous nourrit. Et donc leur rôle est indispensable parce qu'ils nous permettent de pouvoir bénéficier de nos besoins de première nécessité, de répondre à ce qu'il y a de plus essentiel, à savoir se nourrir. Alors je ne serai pas plus long, je vais céder la parole à Florian et à Anne-Catherine. Je vais les laisser présenter leurs revendications en totale liberté et puis le congrès plus traditionnel pourra commencer. Merci pour eux et succès dans votre combat. Bon ben voilà, merci de l'accueil. Bon, Monsieur le Président, je ne suis pas si efficace sur les réseaux que vous, mais j'ai quand même des bonhommes super motivés devant moi. Je vous remercie les gars. Bon, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus du mouvement réformateur, Mesdames, Messieurs les membres du MR, mais également mes membres, comme vous le savez, la situation économique des fermes est clairement très mal. Autant 2022 est une année rémunératrice, ce n'est pas une bonne année, elle a juste rémunéré, c'est tout. Ensuite, 2023, c'est la catastrophe. Comme vous le savez, les prix de la viande, des céréales, on le voit sur Sinagra, le prix du lait, mais également des œufs, du porc, toutes les productions se cassent visiblement la gueule et ça ne va pas. Nous avons également des soucis avec tout ce qui est livre-échange. Ça, je laisse Anne-Catherine nous expliquer notre point de vue. Nous voulons clairement au niveau de la Belgique qu'on s'inspire de la loi Egalim en France, mais la loi de la chaîne alimentaire en Espagne. Pour nous, c'est un début de piste. Ce n'est pas la solution, c'est un début de solution. Nous avons également quelques soucis au niveau européen sur certaines décisions qui ont été prises par le passé, mais encore maintenant. Mais pour ça, je vais laisser la parole à Anne-Catherine. Merci. Merci Florian. Donc voilà, je suis jeune agricultrice et j'ai eu la chance d'être vice-présidente des jeunes agriculteurs wallons, mais aussi européens. Pendant 2 ans, j'ai suivi les dossiers européens. Et nous voudrions surtout parler de 2 choses. D'abord, la PAC, cette PAC qui a été votée. Nous voulons une simplification des règlements communs à toutes les PAC, à tous les plans stratégiques dans les différents pays, mais également une PAC plus juste, avec plus de budget. Il faut savoir que bon, pour ceux qui ne sont pas initiés à la PAC, il y a 3 types de normes environnementales. La conditionnalité, sinon vous n'avez pas du tout de primes. Alors, ces primes, elles ont été faites comme un soutien aux revenus, parce qu'on nous a jetés dans un marché mondial qui n'a pas les mêmes normes sociales, environnementales et pas non plus les mêmes contextes pédoclimatiques.
Nous avons donc de la conditionnalité pour avoir ces primes, aussi des pratiques qui sont bonnes pour l'environnement, mais aussi des mesures qui engrangent des coûts, mais qui sont rémunérées. Les fameux 4% dont vous avez beaucoup entendu parler, eh bien c'est justement dans cette conditionnalité. Si nous ne laissons pas 4% en jachère, nous n'avons pas du tout de primes. Et c'est bien l'exemple qu'on veut faire peser l'action pour l'environnement sur notre revenu. Et nous nous battons contre ça. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a reconnu. Si la durabilité doit avancer, elle ne doit plus peser sur notre revenu. Et donc nous attendons des actions fortes pour déroger sur ces 4%. Surtout que nous voulons défendre autre chose. Ce n'est pas en arrêtant de produire qu'on sera bon pour l'environnement. Nous pouvons produire et être bons pour l'environnement. Je l'ai vu en étant la vice-présidente des jeunes agriculteurs européens. Nous savons construire la durabilité, mais il faut le faire en continuant à produire, en restant de bon sens. Le deuxième point, c'est les traités commerciaux. Alors d'abord, une réciprocité des normes. Et elle est importante pour nous, mais également pour le citoyen. Quand on a trouvé, vous l'avez certainement vu au journal, des œufs ukrainiens où il était écrit non conforme dessus, qui étaient dans des camions et qui allaient livrer des magasins belges, wallons, ce sont nos citoyens qui sont en train de les manger. Quand on parle des imports de céréales d'Ukraine, c'est 11 produits phyto qui sont interdits en Union européenne qui sont dans ces céréales. Alors, ces traités commerciaux, réciprocité des normes, mais aussi réfléchir quand on pose les contingents pour les agriculteurs. Il faut savoir que souvent les contingents pour les produits agricoles sont réfléchis en dernier lieu. Donc finalement, on met quelque chose pour satisfaire tout le monde. Alors, bien sûr, il y a un mélange d'intérêts pour différents secteurs, mais je ne vois que le secteur agricole qui est dans la rue et qui n'a que 42% du salaire moyen par rapport aux autres secteurs. Donc il y a réellement un problème. On voit en fait que dans la classe politique actuelle, on ne donne pas assez la priorité, et on est venu le rappeler, à l'agriculture. Je vais citer Jacques Delors. Jacques Delors était un petit-fils d'agriculteur corrézien. Il savait chaque fois qu'il prenait une décision qu'il devait prendre en compte l'agriculture. Il la laissait en priorité. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a explosé. Alors, je voudrais aussi vous dire que je crois en l'Europe. C'est quelque chose d'extrêmement performant, qui peut gagner de nombreuses batailles. Des valeurs comme la solidarité, la liberté, la démocratie sont présentes. Et j'ai été triste d'entendre autant de jeunes agriculteurs, mes collègues jeunes agriculteurs, déçus et dégoûtés de cette Europe. Alors il est temps de redonner la place que les agriculteurs méritent dans l'Europe. Avant de laisser terminer Florian avec des revendications bien précises, je voudrais vous dire que quand je suis allée de barrage en barrage, je n'ai pas lavé ma veste parce que je voulais qu'on voit la fumée que j'ai reçue dans les différents feux des barrages qui ont bien illuminé la Wallonie cette semaine. J'ai vu de l'espoir. L'espoir qu'on est plus difficile à gagner de notre métier, l'espoir que les choses changent. 1300 tracteurs à Bruxelles, autant de blocages en tout genre qui se sont développés. Mon ami directeur général des JA m'a dit il y a 100% des départements qui se sont mobilisés, c'est historique. Autant de pays européens qui se sont soulevés. Vous avez eu le printemps arabe, vous avez maintenant l'hiver agricole, et on veut des changements après cela. Il n'y a qu'une agriculture à taille humaine qui permettra de garder la bonne santé et la productivité de nos sols. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour ce modèle d'agriculture à taille humaine qui est si cher à notre territoire, mais qui garantira aussi la souveraineté alimentaire et la qualité de l'alimentation de nos concitoyens. Alors nous comptons sur vous. Nous savons que le MR a le sens stratégique, a aussi le sens du bon sens. Parce que sinon nous reviendrons, parce que nous n'avons plus rien à perdre et nous sommes assez forts pour nous battre jusqu'à ce que ce soit tant que c'est nécessaire. Merci. Donc voici pour le volet européen, merci Anne-Catherine.
Donc niveau wallon mais belge, donc fédéral et régional, le revenu, j'en parlais tantôt, mais également l'administratif. C'est pas qu'on veut moins de normes, mais toute norme n'a pas toujours être liée à de la paperasse, excusez-moi le terme, inutile. Vraiment, on sait faire notre métier, nous on veut produire, on ne veut pas être dans le bureau 3 jours semaine. Quand on est dans le bureau, on a de la casse sur la ferme, ce n'est pas rentable du tout. Le troisième point, le 26 février, Catherine n'a pas été assez directe, mais moi je veux clairement des propositions concrètes de l'Europe et pas encore du vent. L'Europe, ce paquebot qui est très lent à démarrer, il faut que ce coup-ci, ils mettent le noce, il faut que ça avance. On n'a plus le temps. Ça fait 10 ans que l'agriculture vivote, là elle va mal. Il faut maintenant, sur le mois ici, rattraper les 10 ans. Je sais que c'est une mission impossible, mais vu l'urgence agricole, je vois qu'il y a des très jeunes derrière moi. Si on veut qu'eux s'installent dans 10 ou 15 ans, il faut clairement aujourd'hui qu'on se bouge. On n'avance pas assez vite. Je ne vais pas être plus long. Je vais juste demander un petit soutien à tous les élus présents ici. J'ai remarqué, vous êtes tous levés, on a été applaudis, c'est super, mais je veux quelque chose de plus officiel. S'il vous plaît, dès ce midi, dès ce soir, sur Facebook, le profil, vous nous soutenez, on marche sur la tête, mais également un soutien, une publication pour montrer au monde extérieur que vous êtes vraiment avec nous et en plus qu'aujourd'hui. Merci. Vous allez avoir une année très chargée niveau élection, donc je vais vous laisser avoir un bon congrès et encore merci.
Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux ici en plein cœur de la province de Luxembourg pour notre grand congrès programmatique OWEX de Marchand-Famenne. Et c'est le fruit aujourd'hui qu'on vous présentera, le fruit d'un long travail ensemble de réflexion à vos côtés, aux côtés également de nos élus depuis plusieurs années pour vous présenter. On vous a préparé donc un programme que l'ensemble de nos têtes de liste viendront vous détailler ici. Ils sont 18 au total sur 6 thématiques. Alors ils viendront à titre individuel, par groupe de 3 ou par groupe de 4. En effet, CACEM, nos représentants développeront les thèmes suivants qui sont le pouvoir d'achat, les défis économiques, climatiques et énergétiques, l'État exemplaire, l'enseignement de qualité, le faire société pour finir par la place de la Belgique et de l'Europe dans le monde. À la fin du congrès, notre président Georges-Louis Boucher vous demandera de voter sur le programme présenté lors de son discours final. D'ici quelques secondes, immersion en images sur les atouts et les points faibles de notre beau pays, la Belgique, mais avant cela, place au régional de l'Étape. Exactement, place au régional de l'Étape. Cela fait de nombreux jours que vous le voyez en télévision, notamment sur les plateaux, aux côtés de son homologue fédéral, pour vous expliquer quelles sont les mesures très concrètes prises par l'EMR dans cette crise agricole. Et on a entendu les agriculteurs il y a quelques instants. Alors en qualité de vice-président du gouvernement wallon, ministre de l'économie et citoyen à part entière de Marchand-Famenne, mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Willy Borsu. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it. Mon cher président, mon cher Georges Louis, chers collègues mandataires, militants, sympathisants, chers amis agriculteurs, 3 messages à partager avec vous ce midi. Le premier d'entre eux, c'est d'abord, Georges Louis, un message de félicitations. Il y a 262 communes en Wallonie, il y en a 19 à Bruxelles, il y en a de nombreuses en périphérie. Et vous avez retenu Marchand-Famenne pour tenir ce congrès. Voilà déjà un premier choix remarquable, indicateur de beaucoup d'espoir en ce qui concerne notre programme. Bravo pour cela. Mon deuxième propos, je le destine aux hommes et aux femmes, aux jeunes, aux très jeunes, aux moins jeunes, aux agriculteurs que nous avons rencontrés tout au long de ces derniers jours, mais depuis de nombreux mois et depuis de nombreuses années pour la plupart d'entre nous, qui se sont exprimés ici devant vous. À Anne-Catherine, à Florian, à tous leurs collègues, je veux, et je le fais de façon extrêmement solennelle, je veux adresser un message. Votre combat, vos revendications sont les nôtres. Votre mission nourricière, votre combat pour leurs revenus, pour une meilleure prise en considération dans la société, ce combat-là aussi est le nôtre. Et puis ces racines rurales si profondes, disons-le, cet amour pour le métier de la terre, ces projets que vous portez tous les jours, tout cela est aussi chevillé au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de nos convictions. Maintenant, à l'avenir, nous resterons à côté de vous sur ce chemin vers la rencontre des résultats que vous escomptez. Le combat, et le seul combat qui est perdu, est celui qu'on a décidé de ne pas mener. Comptez sur nous. Et puis j'ai un dernier message, parce qu'il y a de nombreux amis qui vont s'exprimer à cette tribune avec moi, et je les connais, ces amis, ils sont de grande qualité. Je vous recommande donc tous leurs propos à votre attention vigilante. Mais pour avoir vécu avec Georges Louis, avec toutes les équipes, la constitution du programme,
j'observe plusieurs éléments. Ce programme, il est extraordinairement participatif. Fruit d'innombrables réunions, participations, expressions à travers tout le territoire de Wallonie, de Bruxelles, de contributions d'experts aussi. Il est le fruit de ce que vous avez de plus cher en termes d'expression de priorité. Mais ce programme, qu'il s'agisse du programme synthétique de 100 pages ou de sa version plus large de 300, permettez-moi de vous dire, les experts diraient qu'il est disruptif, qu'il est basculant. Moi j'ai un mot, c'est du lourd. Jugez-en plutôt en quelques mots. Lorsque on va diminuer la fiscalité sur le travail, à l'évidence, c'est du lourd. Lorsque, par exemple, on va diminuer spectaculairement le nombre de mandataires, à l'évidence, c'est du lourd. Lorsque, par ailleurs, nous allons simplifier les organes de l'État de façon absolument inédite dans notre histoire, c'est du lourd. Lorsque l'on va, par exemple, ramener le travail au cœur des priorités politiques, c'est du lourd. Lorsque on va décliner une écologie qui sera une écologie incitative et non punitive, c'est du lourd. Et du lourd, et du lourd, et du lourd, il y en a des tonnes, si je puis dire, dans nos convictions et dans notre programme. Et si nous avons fait tout cela, mesdames et messieurs, c'est parce que le rendez-vous qui est le nôtre dans quelques semaines, le rendez-vous du 9 juin, est un rendez-vous pour lequel nous avons une extraordinaire ambition pour notre région, une incroyable volonté pour le futur de notre pays. C'est parce que vous l'avez compris, vous en êtes toutes et tous conscientes et conscients. Le rendez-vous du 9 juin sera crucial pour le futur de notre société, pour le devenir de notre pays. Et ce rendez-vous, une fois encore, grâce à vous, grâce à votre mobilisation, grâce au programme dont on va débattre, ce rendez-vous sera aussi celui des libéraux. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Les indicateurs doivent nous inquiéter. La Belgique a une dette supérieure à la moyenne de celle de la zone euro. Actuellement, notre dette est déjà de plus de 100% du produit intérieur brut. Avec le coût du vieillissement, ça ne va évidemment pas s'améliorer. D'autant qu'après la France, la Belgique est le pays qui dépense le plus en pourcentage de son PIB, soit 55,3%. Résultat, à l'horizon 2040, notre dette devrait atteindre les 160% du produit intérieur brut. Et ce n'est pas tout, car toujours après la France, la Belgique est le pays de l'Union européenne qui a la plus lourde charge fiscale. Nous sommes les champions du monde de la taxation sur les salaires. Nous sommes deuxième au palmarès de la taxation du patrimoine. Et quand je vous parle emploi, eh bien la Belgique est l'un des pays de l'Union européenne qui a un des plus faibles taux d'emploi. Voilà, comme ça, c'est clair. Mais heureusement, la Belgique, ce n'est pas que ça. Notre pays possède des atouts considérables qui forgent son identité, mais aussi son rayonnement mondial. Bruxelles est un point de convergence stratégique. Elle abrite le principal siège de l'Union européenne, ce qui lui confère des moyens financiers supplémentaires, mais également une position de hub diplomatique européen. La Belgique se distingue par son ingéniosité énergétique. En tant que plaque tournante de l'approvisionnement en gaz, elle assure la stabilité énergétique de l'Union européenne. Sur le front de la santé mondiale, la Belgique brille en étant le berceau de géants pharmaceutiques. Elle abrite également des laboratoires de pointe dans la recherche médicale. Au cœur de la révolution numérique, notre pays abrite une forteresse technologique, le data center de Google, une forteresse digitale qui garantit la connectivité mondiale. Mais surtout, la Belgique se caractérise par une qualité de vie exceptionnelle, illustrée par une espérance de vie parmi les plus élevées au monde. Un système de santé globalement robuste et un système d'éducation très élevé qui donne à nos universités une très belle réputation sur la scène internationale. Alors vous l'avez vu, votre participation compte plus que jamais. C'est pourquoi nous avons reçu dans l'élaboration de ce programme de nombreux amendements. Cela s'inscrit d'ailleurs dans un long processus de consultation sur les projets majeurs du parti, et ce, depuis de nombreuses années. Effectivement, 6 thématiques, 6 sujets, 6 grands axes qu'on vous présente ce matin, que nos têtes de liste vont venir vous présenter. On commence avec la première d'entre elles, que vous découvrez à l'écran.
Et on accueille maintenant David Leister, chef de groupe au Parlement bruxellois, Florence Rotter, députée fédérale, et David Clarinval, vice-premier ministre. Merci à tous les trois. Alors David, effectivement, voilà, je voyais que tu commençais, je t'en prie, vas-y. On a chacun 1 minute 30, donc on va être rapide, n'est-ce pas Florence, n'est-ce pas David? Vous qui vous êtes levés tôt ce matin, dimanche matin, pour ce congrès programmatique, vous savez l'importance de valoriser l'effort, de valoriser le travail. C'est le cœur de notre projet. Nous avons des mesures que nous voulons traduire dans des textes qui sont clairs, qui sont tranchants et qui doivent booster le pouvoir d'achat, booster les entreprises. 1. Aucun impôt ne sera payé en dessous du montant du revenu d'intégration sociale. 2, en parallèle, il faut qu'il y ait un delta de minimum 500 € entre ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. 3, si vous voulez faire l'acquisition d'un bien, d'un appartement, d'une maison, en Flandre, vous payez des droits d'enregistrement de 3%. À Bruxelles, c'est de 12%. Nous voulons faire la même chose qu'en Flandre. En parallèle, si vous êtes propriétaire, vous payez un précompte immobilier. Nous trouvons que c'est un impôt qui est injuste. Vous payez au moment où vous faites l'acquisition, vous ne devez pas payer au moment où vous occupez votre bien. Nous voulons tendre progressivement vers la suppression de ce précompte immobilier. Pour les entreprises aussi, nous voulons faire en sorte qu'elles sortent moins de leur poche gauche en proposant un impôt de 15% sur les PME pour avoir plus dans leur poche droite et investir dans leur secteur, créer plus de richesses, plus d'emplois. Vous le voyez, booster le pouvoir d'achat, booster les entreprises, c'est au cœur de nos préoccupations. C'est pour cela d'ailleurs que je suis fier d'annoncer, d'accueillir l'arrivée du patron des patrons à Bruxelles, Olivier Willox. Son grand-père était ministre de la reconstruction après la Seconde Guerre. De reconstruction, c'est de ça dont il sera question à Bruxelles. Merci Olivier de marcher à mes côtés. Merci beaucoup David. C'est bon ? Florence. Selon vous, il faut donc plus de personnes au travail pour renforcer la solidarité? Oui, travailler. Travailler pour nous, ça signifie pour nous libéraux être libre. Libre de gagner son propre argent, de construire son propre projet de vie sans dépendre de personne. Le chômage, c'est une assurance en cas de coup dur. Ce n'est pas une rente à vie, ce n'est pas un gouffre dans lequel on disparaît à jamais pour certains. Alors, pour être libre, eh bien, il faut cette solidarité, évidemment. Et pour être libre, il faut la financer, cette solidarité. 200 000 emplois aujourd'hui à pourvoir. 270 000 demandeurs d'emploi. C'est un non-sens et il faut vraiment y remédier. Alors nous proposons pas mal de choses. Il y a des métiers en pénurie. Eh bien, nous proposons un bonus à l'emploi dans ces métiers en pénurie. Nous proposons de limiter le chômage dans le temps. 2 ans pour les moins de 55 ans. Mais attention, limiter le chômage dans le temps, ça veut dire gagner plus le montant des allocations de chômage, gagner plus pendant les 6 premiers mois pour permettre de se relever. Parce que comme je le disais, ce n'est pas un trou dans lequel on tombe, il faut pouvoir se relever. Et puis il faut aider les parents qui travaillent, mieux concilier famille et travail, c'est donner une place en priorité dans les crèches pour les enfants des parents qui bossent. Et puis, c'est aussi concilier travail et famille. Ça passe par l'extension des titres-services à la garde d'enfants, mais aussi au transport des enfants. Et ça existe, mais il faut le concrétiser. Et puis, il y a le droit à la démission. Une carrière, ça ne se fait plus sur une vie. On n'entre pas à 18 ans dans une entreprise pour en sortir à la retraite. Non, on a le droit de changer de métier et pour cela, il faut favoriser les passerelles. Et donc, si on veut atteindre ces 80% de taux d'emploi, ce n'est pas juste un slogan, c'est aussi pour financer cette solidarité qui nous est si chère. Merci beaucoup, Florence. Alors David, on parle avec vous indépendants et pensions. Alors oui, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai le privilège d'être le ministre des Indépendants, mais aussi des PME. Après Sabine Laruelle, Willy Boursu et Denis Ducarme, nous avons tous eu à cœur principalement d'améliorer le statut social des indépendants. C'est ça le fil conducteur qui doit guider notre action, améliorer le statut social des indépendants, tout en gardant sa spécificité. Nous ne voulons pas le même statut, nous voulons un statut spécifique.
Et pourquoi est-ce que l'on veut ça? Parce que tout simplement, les indépendants, c'est le moteur de notre économie, c'est le moteur de création de richesse, c'est le moteur de création d'emplois. Et donc, par exemple, tout à l'heure, les agriculteurs, on a la chair de poule quand on entend quand ils parlent et qu'ils sont en difficulté, on doit être à leur côté. Alors pour ce faire, nous avons une liste assez impressionnante de mesures que l'on propose. Par exemple, la mensualisation des cotisations sociales pour pouvoir payer tous les mois et adapter plus facilement encore ces cotisations sociales. Renforcer le droit passerelle. On a mis en place le système des droits passerelles. C'est unique au monde, il faut encore l'améliorer. Il y a des choses à faire pour qu'il soit encore plus adapté à la situation que les indépendants traversent. On doit aussi accompagner la reprise du travail pour les indépendants qui ont subi un burn-out ou qui ont été malades. Il y a ici des mesures spécifiques qui sont dans notre programme pour les accompagner dans les coups durs. On a aussi une amélioration de la prime bien-être qui doit aussi être nettement réévaluée pour les indépendants. Alors au niveau de la pension, parce qu'il y a les indépendants qui travaillent, mais aussi les indépendants qui ont travaillé, évidemment il faut diminuer la fiscalité sur les pensions, c'est un minimum. Il faut aussi prendre des mesures pour que les pensionnés et le travail soient mieux pris en compte dans le calcul de la pension. On a vu la réforme des pensions qui a été mise sur la table, malheureusement par ce gouvernement n'a pas été assez loin. On a fait un pas, certes, mais ce n'est pas suffisant. Le travail doit être mieux considéré que, par exemple, le chômage dans le calcul de ces pensions. Vous voyez, ce sont des dizaines de mesures pour les indépendants, pour les entreprises qui sont prises dans ce programme. On n'a pas le temps de toutes les détailler puisqu'on n'a qu'une minute 30, donc je vais arrêter d'emblée parce que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Merci à tous les trois, qu'on peut encore chaleureusement effectivement continuer d'applaudir. Et vous pouvez, chers amis, retrouver vos places. Vous l'avez vu, on passe tout de suite à notre second panel et second sujet. Et pour ce faire, nous invitons maintenant à nous rejoindre Benoît Piedboeuf, chef de groupe à la Chambre, tête de liste pour le Luxembourg. Willy Boursu, vice-président de la Wallonie et ministre régional. Suivi par Valérie Debu, ministre régional et tête de liste à la région pour le Brabant wallon. Benoît. Alors c'est ici. Ah. Parfait, merci à tous les trois d'être installés. On commence donc directement, Benoît, avec la volonté d'une énergie plus propre. Absolument, parce qu'il y a des discours catastrophistes et culpabilisants. Nous avons une vision optimiste, nous avons une vision axée vers le futur et une vision qui repose sur les capacités d'innovation. Nous avons des capacités d'innovation. Alors, on veut évidemment la neutralité carbone, bien sûr, mais on ne veut pas avec une régression du bien-être. Il faut maintenir le bien-être socio-économique. Sécurité d'approvisionnement et indépendance, cela suppose évidemment un mix énergétique. Il faut évidemment du renouvelable, mais aussi du nucléaire. Et ça, c'est fondamental avec une réduction des émissions de CO2. Pour le nucléaire, nous sommes parvenus à obtenir la prolongation de 2 centrales. Nous savons que c'est insuffisant, il en faut 5. Et il en faut 5, évidemment, qui soient sûrs. Alors, construire de nouvelles unités nucléaires également, et recourir au nouveau nucléaire, c'est-à-dire les petits réacteurs modulaires que l'on appelle les SMR, c'est fondamental. Pour le renouvelable, bien sûr, investir dans le renouvelable, mais le faire de façon intelligente, raisonnée et surtout rentable. Il ne faut pas multiplier le nombre d'éoliennes quand elles ne produisent pas assez, il faut faire ce qu'il faut au bon endroit. Alors le stockage de l'électricité est fondamental, il faut pouvoir convertir le surplus d'électricité, de production d'électricité en hydrogène, et il faut évidemment améliorer notre capacité de transport et d'amélioration je regarde le compteur, et d'amélioration du transport de l'hydrogène. Voilà, c'est une politique ambitieuse, industrielle et économique qui vise vraiment à réussir les défis de demain. Merci Benoît. Willy Boursu. La préservation de nos territoires, c'est un enjeu crucial pour les libéraux. C'est un enjeu essentiel parce que le territoire, c'est notre cadre de vie, c'est aussi le lieu où, à l'avenir, nous allons vivre et les générations futures.
Il faut effectivement investir fortement dans la réhabilitation des sites industriels aujourd'hui désaffectés. Il y en a plus de 3000 hectares en Wallonie, ce qui permet par ailleurs d'y installer de l'activité, de l'innovation et donc aussi de préserver les terres agricoles. Il faut aussi accélérer et digitaliser les procédures en matière de permis, en matière de délivrance d'un certain nombre d'autorisations. Il faut aussi, dans le cadre d'une transition, bien décréter, bien fixer l'équilibre entre préservation d'une part de la propriété individuelle bien sûr et de la liberté de nos concitoyens et un certain nombre de règles, de tendances qui visent à protéger notre territoire, qui visent à mettre en œuvre par exemple le schéma de développement du territoire. Mais le territoire c'est aussi l'agriculture, on en a abondamment parlé. Retenons, si vous le voulez bien avec vous, 1. Le soutien aux revenus bien sûr, 2. Des modifications des normes agricoles, des modifications de la PAC qui tiennent mieux compte de la réalité de terrain. 3. Des normes qu'on applique chez nous qui doivent aussi bien sûr s'appliquer aux produits qui rejoignent notre territoire. Et enfin, pas d'accords commerciaux s'il n'y a pas ces clauses miroirs et s'il y a des contingents qui viennent détruire notre activité, qui viennent détruire un certain nombre des projets agricoles et un gros paquet bien sûr de simplification administrative, mais où pourrait l'étendre cette simplification administrative, chers amis, à beaucoup d'activités qui concernent les indépendants, les PME ou les citoyens. Merci beaucoup. Alors Valérie, ce n'est pas tout puisqu'il faut aussi produire des efforts à la fois au niveau du logement et de la mobilité. Oui, Kassem, bonjour à tous. Pour une transition énergétique et environnementale réussie, il faut préserver l'environnement sans sacrifier nos libertés et en soutenant une économie forte. Pour réussir cette transition, l'approche du MR se veut ouverte, raisonnée et pragmatique. Dans ce domaine, comme bien d'autres, le dogmatisme n'a pas sa place. Le dogmatisme est un boulet qui entrave la marche et qui provoque l'inaction. Ce n'est pas notre choix. En matière de logement, nous voulons renforcer l'isolation des logements. Quelques mesures, un taux de TVA de 6% pour la démolition-reconstruction, réduire les droits d'enregistrement, un taux réduit de 12% pour les logements neufs pour faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes. Et en mobilité, nous avons aussi une approche qui se veut pragmatique et efficace. Nous soutenons la liberté de choix pour son moyen de transport et le développement de plateformes multimodales. Quelques mesures concrètes. Via la fiscalité, nous voulons encourager une mobilité durable et propre. Nous voulons déployer des bornes de recharge pour les véhicules hybrides et électriques. Nous voulons faire des aéroports des moteurs de développement en préservant l'environnement et la qualité des riverains. Et à Bruxelles, nous soutenons la finalisation des travaux du métro et son extension. Bref, nous voulons un système de mobilité qui respecte et répond à tous les citoyens. Bravo. J'ai gardé mon porte-parole. Merci à tous les trois. Merci pour l'exercice. Allez, vous connaissez la chanson, il est déjà temps de passer à notre troisième thématique que nous découvrons ensemble devant ces écrans. Ah, sur ces écrans. Et on invite les 4 prochains visages. Marie-Christine Mariem, tête de liste régionale en Wallonie-Picarde. Merci Marie-Christine. Maxime D, bourgmestre de Braine-le-Comte, tête de liste régionale pour le centre. Jacqueline Galland, députée régionale, tête de liste pour Mons-Borinage. Et Adrien Delimont, ministre wallon, tête de liste régionale pour Charleroi-Thuin. Merci à tous les 4. Alors Marie-Christine, on commence directement avec vous, avec la volonté d'une autorité publique qui puisse garantir la sécurité et la justice. Eh bien oui, la justice est un des piliers fondamentaux de notre État et c'est aussi une valeur cardinale, rendre à chacun ce qui lui revient avec autorité et respect. Aujourd'hui, la criminalité se développe quasiment à ciel ouvert, s'insinuant dans les strates de notre quotidien. Nous pouvons être tous touchés par cela. L'individualisme exacerbé prime souvent sur l'accord. Et face à cela, des magistrats et des policiers ont le blues. Ils n'ont pas assez de matériel, ils n'ont pas assez de vocation, ils n'ont pas assez de fonctionnaires, ils n'ont pas assez de
formation pour faire face à toutes ces nouvelles formes de criminalité qui se développent, telles que la cybercriminalité, le terrorisme, le radicalisme, les arnaques et trafics en tout genre. L'état de droit doit se faire respecter. Nous devons absolument investir dans la police et dans la justice. Une police efficace, c'est une police qui dispose de moyens financiers, de moyens de formation, de moyens budgétaires. Une justice efficace, c'est aussi une justice dans laquelle il y a des magistrats. Il faut remplir le cadre. Il faut faire en sorte d'attirer dans la profession des talents. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et nous voulons le faire. L'EMR veut impérativement relever la tête et faire en sorte que notre État soit de nouveau un État régalien qui montre sa puissance. Dans l'Antiquité gréco-romaine, la justice est représentée avec une épée à la main. C'est pour montrer et rappeler que la justice n'est rien sans la force qui lui permet de la faire appliquer. Nous ferons tout cela avec beaucoup d'énergie. Merci. Merci Marie-Christine. Maxime, selon vous, il est important d'avoir des soins de santé accessibles et efficacement financés. Alors oui, merci Oran. Vous le savez, la santé, elle est primordiale. Et même si notre système de santé belge est un des meilleurs du monde et d'Europe, même si le budget des soins de santé a augmenté de plus de 10 milliards d'euros en 6 ans, même si on a eu un accord historique, et bravo aux libéraux sur les numéros INAMI, eh bien nous nous devons de faire encore plus et mieux. Et donc, le programme du MR en matière de santé, il est clair. Installer des médecins, là où il en manque, notamment via une aide boursière, une réduction de Minerval aux étudiants qui accepteraient de s'installer dans ces déserts médicaux, avoir un médecin référent par patient pour lutter contre les certificats de complaisance, reconnaître également la pénibilité de certains métiers infirmiers, soit en augmentant la pension de ces infirmiers, soit en permettant de partir préalablement, être attentif aussi à la santé mentale des jeunes, obliger les hôpitaux à mieux collaborer, améliorer les délais d'attente aussi pour prendre un rendez-vous chez le spécialiste. Je pense qu'on a chacune et chacun une anecdote. Également redéfinir les missions des mutuelles, ces mutuelles qui en viennent à organiser des festivals et dont les coûts d'administration, c'est incroyable, représentent 1 milliard d'euros par an. Il faut également, puisque nous avons 9 ministres de la Santé, refédéraliser la politique de prévention de la santé et enfin, essayer de revoir les fameux critères d'invalidité pour remettre les personnes au travail quand c'est possible. Est-ce que c'était clair? Très clair. Merci. Merci Maxime. Alors Jacqueline, il faut aussi pouvoir, dans un État exemplaire, gérer correctement l'asile et la migration. Réalisme, humanisme, fermeté, 3 mots qui doivent guider notre programme en matière d'asile et d'immigration. La migration peut certainement apporter du positif, tant sur le développement économique que culturel et humain, mais aujourd'hui, notre politique doit aller beaucoup plus loin et plus rapidement pour garantir le contrôle des règles en vigueur. Il faut lutter drastiquement contre l'immigration illégale et sanctionner tous les abus en la matière. La Belgique est un pays des droits de l'homme, mais ces lois doivent être respectées. Par ailleurs, pour l'EMR, c'est clair, il faut moins accueillir, mais mieux accueillir. Aujourd'hui, on a tous en tête les images de ces migrants logés sous les ponts bruxellois, résultat d'une gestion calamiteuse de la gauche. Avec un parcours d'intégration renforcé et des allocations liées à la réussite, ils pourront connaître et perpétuer nos traditions et défendre la Belgique que nous aimons tant. Nous voulons mieux entourer les mineurs étrangers non accompagnés, notamment au niveau scolaire, pour leur permettre de connaître eux aussi l'ascension sociale par le travail. Oui, les migrants peuvent, doivent grandir socialement dans notre pays si ils sont méritants. Enfin, l'EMR souhaite renforcer les règles en matière de regroupement familial pour éviter les abus et les drames familiaux. Toutes ces idées doivent s'accompagner d'une bonne coopération internationale afin de garantir une politique de retour au pays plus rapide et juste. On vous l'a dit, fermeté et humanisme seront au programme du MR. J'ai tenu quasi le temps et je peux vous dire qu'il y a quelques heures, je dansais encore sur des podiums et donc je trouve que j'ai été bonne. Merci Jacqueline. Adrien, pour l'EMR, il faut des dépenses publiques sous contrôle, des structures institutionnelles efficaces et légitimes. Oui,
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une personne immodeste et donc je peux me permettre ce constat. Je suis vraiment très fier du travail que j'ai pu réaliser en Wallonie sur les finances publiques et la dette. On part de loin, c'est vrai, mais il faut pouvoir mesurer le chemin qu'on a parcouru en 2 ans. Économies structurelles qui ne seront plus réinscrites, trajectoire de la dette soutenable, diminution importante des dépenses et des emprunts. Et ça, c'est grâce aux efforts des ministres MR que vous le devez. Il faut arrêter de dépenser sans compter et surtout sans évaluer. J'entends que certains voudraient encore taxer plus, alors qu'aujourd'hui la défiance des citoyens n'a jamais été aussi élevée et qu'ils se sentent déjà pressés comme des citrons. Et ça me rend dingue. Pour rappel, ce que nous avons fait en Wallonie, c'est sans aucune taxe supplémentaire. C'est donc impossible pour personne. Si on accepte de faire des efforts de rationalisation, des poches d'économie, je peux vous dire qu'il y en a. Un exemple concret, le nombre de ministres dans l'intra-francophone aujourd'hui est de 13. Si on passe à 9 via le mécanisme de double casquette, ça permettra de rationaliser ces dépenses. Nous aurions aussi pu parler de la réduction du nombre des parlementaires, du nombre des mandataires communaux et provinciaux. Une rationalisation globale réduirait de 878 le nombre d'élus dans l'espace francophone, soit une diminution de 15%. Concernant la réduction de la taille des cabinets, vous savez que j'ai déjà pu m'exprimer à plusieurs fois sur le sujet. Nous souhaitons vraiment une administration dépolitisée, efficace, neutre et loyale, en privilégiant le travail direct des ministres avec leur administration. Rendons les lettres de noblesse à la fonction publique. Je pense sincèrement qu'elle le mérite. Bon congrès à tous, étudiez le programme, en tout cas au minimum sa synthèse, et vous deviendrez les ambassadeurs de notre différence. Merci à tous les 4. Merci. Merci. C'est toi qui vas aller dans le cerceau. Et on continue avec nos 3 prochains sujets, mais juste avant, une petite pause tout en motivation. Exactement, juste encore le temps de souligner merci à l'ensemble de nos têtes de liste qui jouent le jeu et qui se tiennent et qui parviennent à donner ces mesures de manière très pédagogique et très ludique. Les élections, elles arrivent donc à grands pas, vous le savez, et nous aurons plus que jamais besoin de vous, de votre motivation pour partir et pour, en quelque sorte, évidemment, prêcher cette bonne parole. Alors, quels sont les conseils que les membres et les sympathisants pourraient prendre dans le cadre d'une bonne campagne? C'est ce qu'on vous raconte en images. À l'aube des élections, votre soutien est plus que jamais vital. Vous pouvez jouer un rôle indispensable au sein du parti en soutien à nos candidats lors des campagnes électorales. Voici quelques exemples de contributions simples qui peuvent faire la différence et contribuer à notre victoire. Distribuer des tracts dans les quartiers, les marchés, les événements, les boîtes aux lettres, etc. Rejoindre une équipe pour coller des affiches et placer des panneaux. Proposer un emplacement sur vos fenêtres ou dans votre jardin pour placer les affiches des candidats. Autoriser le flocage de la vitre arrière ou latérale de votre voiture. Demandez aux commerçants si vous pouvez laisser des tracts en évidence dans leur établissement. Faire du porte-à-porte. Aller sur les marchés avec les candidats pour discuter auprès des électeurs. Discutez autour de vous du programme du parti, des propositions concrètes pour améliorer le quotidien de vos connaissances dans les domaines qui les concernent. Recrutez d'autres volontaires, des partisans et des sympathisants. L'effet de masse est toujours important. Likez, partagez sur votre profil et auprès de vos amis et commentez les publications des candidats du parti sur les réseaux sociaux pour les faire gagner en visibilité. Aidez les candidats à la rédaction ou à la mise en page de leur tract. Proposez son aide pour de la photo ou de la vidéo. Définir des stratégies de communication par quartier ou pour les publications ciblées sur les réseaux sociaux. Mettre à disposition votre voiture pour le transport de matériel de campagne. Mettre à disposition une pièce de votre logement pour entreposer du matériel de campagne ou pour réunir des bénévoles. Effectuer des petits travaux administratifs comme mettre sous enveloppe, timbrer et coordonner les bénévoles. Assurer le transport d'électeurs âgés ou invalides de votre commune vers le bureau de vote. Être témoin pour le MR dans un bureau de vote ou de dépouillement. Ensemble, nous pouvons faire la différence.
Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour façonner un avenir meilleur pour notre pays, pour la Belgique. Rendez-vous sur mr.be/volontaire pour nous laisser vos coordonnées. Nous les ferons parvenir aux fédérations, car grâce à vous, l'avenir, c'est clair. Et nous venons donc de voir ce matin 3 premiers sujets. Nous continuons avec les 3 suivants. On découvre ce 4e à l'écran. Et pour cette thématique, nous invitons à nous rejoindre Pierre-Yves Géolet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tête de liste à la Chambre pour Liège. Diana Nikolic, chef de groupe au Parlement de la Fédération, tête de liste pour Liège. Vincent Mayen, conseiller communal à Namur, tête de liste régionale à Namur. Merci à tous les 3 d'être sur cette scène. Voilà, installez-vous. Et nous allons directement entamer les festivités avec Pierre-Yves, car l'école doit être un endroit où les élèves excellent. Oui, l'école est au cœur du programme et du projet de société du mouvement réformateur. L'éducation et la formation sont essentielles pour relever les défis socio-économiques, les défis de la transition climatique, du vieillissement de la population, de la santé. On a besoin d'une jeunesse, de jeunes formés, qualifiés, passionnés par ce qu'ils font. Alors, on doit évidemment remettre les apprentissages de base, lire, écrire, calculer en avant, mais aussi le fait de connaître plusieurs langues, et notamment des langues nationales, le néerlandais ou l'allemand. On a besoin de certifications externes, des évaluations pour rehausser aussi le niveau de notre enseignement. On a aussi besoin que les enfants, notamment dans les milieux plus précarisés, aient à l'école plus tôt. Et donc l'obligation scolaire à 3 ans fait partie de nos priorités pour éviter le décrochage scolaire. Et puis, je vais vous dire, on a surtout besoin de remettre des valeurs essentielles au cœur de l'école. Le goût du travail, le goût de l'effort, le mérite, le dépassement de soi, la politesse, le respect de l'autorité, le respect de son enseignant, le respect de son directeur d'école, le respect aussi de ses camarades de classe. Ce sont des valeurs essentielles. On peut mener toutes les réformes que l'on veut, mais c'est aussi une question de valeurs. Et les valeurs sont au cœur du débat et du projet de société du mouvement réformateur. On n'a rien sans peine dans la vie. Eh bien, à l'école, rien n'est facile. On n'a rien sans peine à l'école. Merci Pierre-Yves. Diana. L'école doit être autonome et mieux respectée, n'est-ce pas ? Oui, parce que très clairement, à côté de l'école, comme vient de le dire Pierre-Yves, comme lieu d'apprentissage et de travail, l'école c'est aussi un lieu de vie, c'est une institution, école avec un grand E. Et je souhaiterais évoquer avec vous 3 points, 3 piliers. Tout d'abord, pas d'école sans enseignants, sans direction. Nous voulons vraiment rendre de l'autonomie aux enseignants et aux directions et moins en laisser à l'administration. Vraiment libérer du temps et des moyens. Autre réforme que nous voulons mener, c'est aussi revoir, harmoniser, rationaliser les statuts des enseignants pour aller vers une plus juste rémunération, mais aussi pour rendre le métier plus attrayant, parce qu'une autre de nos priorités, c'est vraiment la lutte contre la pénurie d'enseignants. Alors, deuxième pilier, c'est le temps scolaire, c'est la journée scolaire. On l'a dit, commencer plus tôt d'aller à l'école, mais aussi avoir une journée plus longue pour pouvoir faire plus de choses, asseoir les temps d'apprentissage, mais aussi de remédiation, et puis avoir plus d'activités culturelles, sportives et numériques aussi, par exemple. Donc une journée scolaire plus longue, mais encadrée par les enseignants, et pas seulement, aussi encadrée par une série de partenaires de l'école pour renforcer en fait le rôle de l'école comme premier acteur social. Troisième point, c'est le climat scolaire. Nous nous engageons vraiment à faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité dans toutes les écoles. Aujourd'hui, 400 écoles sur 2500 sont accompagnées. Nous souhaitons que toutes les écoles puissent l'être. Ensemble, faisons de notre système éducatif un modèle d'efficacité, d'égalité de chance et de respect. Merci Diana. Vincent, on va maintenant parler de la voie vers le travail qui se traduit notamment par l'alternance et par le supérieur. Oui,
Donc, pour l'EMR, en fait, il est capital aujourd'hui de s'atteler à l'organisation d'un enseignement ambitieux dans toutes les filières. C'est-à-dire que nous souhaitons mettre en place un parcours réellement orientant avec des activités, des stages concrets, des tests d'orientation et de valorisation. Tous ces outils, ils doivent être mis en place au service des élèves afin qu'ils puissent avancer, tracer leur chemin en connaissance des secteurs professionnels, mais aussi d'eux-mêmes. Pour nous, l'enseignement qualifiant doit devenir une filière d'excellence et être organisé en alternance. C'est partout où c'est possible, c'est impératif à tous les niveaux d'enseignement, que ce soit en secondaire, en supérieur ou en promotion sociale, ne l'oublions jamais. Pour valoriser cette voie, les collaborations entre les acteurs de l'enseignement et ceux du monde du travail doivent être beaucoup plus concrets, interactifs qu'aujourd'hui. Donc il faut vraiment créer un échange entre l'entreprise et l'enseignement. C'est impératif d'arriver à faire passer les élèves dans le monde du travail et le monde du travail dans l'enseignement. Les jeunes qui le souhaitent et qui ont cela dans leur ADN doivent aussi pouvoir se projeter avec confiance et sérénité dans des carrières d'indépendants et de chefs d'entreprise. C'est eux les patrons de demain. Enseignants, professeurs, indépendants, patrons de tous secteurs confondus, chefs de service, que ce soit dans le privé, dans le public ou dans l'associatif, politique, nous avons un rôle à jouer évidemment. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans l'émancipation des jeunes, leur mise à l'emploi et de facto les aider à se construire un avenir en ayant confiance en lui et en eux. Merci à tous les trois, merci, on peut encore chaleureusement les applaudir, chaleureusement brandir vos drapeaux, montrer vos panneaux, montrer les couleurs que vous êtes là. Merci à tous les trois pour cette explication tout aussi claire. Allez, il est maintenant temps de passer à notre avant-dernier sujet, et je n'arrête pas de me répéter, mais vous découvrez la thématique à l'écran. Ce faire, nous invitons notre prochain trio. Caroline Cassard, députée régionale, tête de liste régionale à Oui-Warem. Richard Fourneau, député provincial, tête de liste Dinan, Philippeville. Et Charles Gardier, député régional, tête de liste pour Verviers. Installez-vous tous les trois, merci d'être présents. Alors vous l'avez vu, l'ensemble de nos têtes de liste sont passées et on va directement commencer avec Caroline. Alors Caroline, on va parler neutralité de l'État. Et oui, 1 minute 30 pour vous parler de liberté, d'épanouissement et de bien-être, au-delà du travail, de la sécurité et de la justice que notre État doit nous garantir. Nous voulons au mouvement réformateur que les personnes puissent s'épanouir, bien vivre et bien vieillir dans notre société. Cela passe par 2 choses, la neutralité de l'État, mais aussi une solidarité sans faille. Neutralité de l'État, au mouvement réformateur, nous sommes contre le port de signes convictionnels pour les fonctionnaires publics dans les administrations. Nous sommes contre le port de signes convictionnels dans nos écoles. Nous voulons un enseignement neutre et émancipateur. Une solidarité sans faille, et oui, au mouvement réformateur, on le veut aussi. Nos aînés, nos aidants proches, mais aussi nos personnes porteurs d'un handicap. Nous avons un soutien total pour nos aidants proches. Pour les personnes qui sont porteurs d'un handicap, ils nous font évidemment un travail adapté, un logement adapté. Et pour nos aînés, le maintien au domicile est vraiment un objectif. Voilà en tout cas les mots-clés pour le bien-être que nous souhaitons mettre dans notre mouvement réformateur, mais dans notre programme. Nous avons la chance également d'avoir une espérance de vie qui est évidemment en hausse et donc nous voulons absolument avoir cet enjeu de bien vieillir dans notre société. Le mouvement réformateur est à vos côtés dans tous ces thèmes, aujourd'hui, demain, et bonne campagne. Merci Caroline, 1 minute 30 pile. Richard, l'EMR plaide pour une place pour chacun et une lutte contre toutes les discriminations. C'est évident que l'EMR, dans ses gènes, a toujours voulu lutter contre toute forme de discrimination. Alors Caroline vient déjà de citer
une série d'exemples de personnes qui peuvent connaître dans notre société des difficultés. On a parlé du porteur du handicap ou d'autres situations où manifestement le filet social, la société doit venir en aide pour subvenir, pour accompagner ces personnes. Je ne vais pas rappeler la liste qu'elle vient de signaler. Mais je voudrais insister auprès de vous sur l'élément qui me semble le plus essentiel. Si l'EMR, dans son programme, cible des catégories de personnes pouvant connaître différentes difficultés, l'EMR ne veut cependant pas créer des nouvelles formes de communauté ou de communautarisme. En d'autres termes, si la préoccupation qui doit nous animer au quotidien est bien de tenir compte de toutes les situations particulières, de tous et chacun, le principal moteur de notre action doit être cependant le vivre ensemble. Cela, pour nous, est un grand principe de cohésion sociale. Et par conséquent, je vous demande de refuser des politiques qui, sous prétexte de défense de certaines minorités, recréent dans les faits des catégories de personnes dans la société. Au risque de me répéter, l'EMR veut une société du vivre ensemble avec une place pour chacun. Merci. Merci Richard. Alors Charles, on connaît l'amour de la culture que vous partagez et vous allez nous en parler, la culture, le sport et les médias. Et oui, je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui pour parler de trois thématiques qui sont fondamentales dans les politiques du MR pour les 5 ans à venir, qui sont l'accès à la culture, l'accès au sport, mais également l'accès aux médias. En ce qui concerne le sport, c'est un vecteur d'éducation, de valeur et d'échange. Le MR aspire à éradiquer toute forme de violence dans le secteur sportif et de discrimination. Nous voulons également souligner l'importance des infrastructures, tant externes qu'internes. Et nous voulons également intensifier la lutte contre le dopage pour avoir un sport qui est éthique et sain. En ce qui concerne les médias, nous nous engageons à poursuivre la modernisation de la RTBF, en particulier en favorisant la diffusion de programmes non linéaires. De plus, il nous paraît important de rappeler qu'il est essentiel que le militantisme n'ait pas sa place dans le service public et que l'indépendance des journalistes doit être absolument préservée. Et nous ne devons pas oublier de rappeler à la RTBF de demeurer une vitrine constante pour les artistes belges à travers tous les canaux et tout au long de l'année. Pas seulement pendant une semaine, fût-elle de la musique belge. C'est toute l'année qu'il faut cette attention. Pour soutenir les artistes, nous proposons notamment de renforcer l'enseignement artistique à l'école, de créer une fondation des arts et d'accompagner la diffusion internationale des artistes belges afin de favoriser leur diffusion à l'international. C'est un travail qui a été déjà largement entamé par notre ministre-président Pierre-Yves Jeholet. En clair, les amis, et collectivement, nous devons être beaucoup plus fiers de nos artistes. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Je vais rejoindre votre place. Place maintenant à notre dernier thème que vous allez tout de suite découvrir en vidéo. Pour parler de la Belgique, nous n'accueillons pas 3 ni 4 personnes, mais bien une seule et unique. Il s'agit, et vous la connaissez bien toutes et tous, de la première femme première ministre de notre pays, la première femme première ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès. Alors Sophie, on va parler de la Belgique notamment au cœur de l'Europe et dans le monde. Oui, et on va commencer par parler par un sujet qui m'intéresse énormément, c'est l'autonomie stratégique. C'est un sujet qui a fait la une de l'actualité pendant la crise du Covid, mais aussi qui fait la une de l'actualité aujourd'hui quand on discute avec les agriculteurs qui sont légitimement mécontents et avec en ligne de mire la question de l'autonomie alimentaire.
Alors, qu'est-ce que c'est en fait l'autonomie stratégique? Eh bien, c'est le fruit d'un constat. Le premier constat, c'est que quand on a subi toutes les crises que l'on a subies récemment, on s'est rendu compte que notre dépendance, trop grande dépendance par rapport aux autres pays, était en fait une grande fragilité et qu'il fallait y travailler. Pourquoi il fallait y travailler? Eh bien, c'était tout simplement pour protéger la population des chocs extérieurs. Et comment est-ce que l'EMR propose d'y travailler? Eh bien, c'est en investissant massivement. Massivement financièrement, mais pas seulement financièrement, il n'y a pas que l'argent. Investir au niveau politique aussi dans des sujets qui sont clés, qui sont des secteurs critiques. Je pense par exemple à la santé, à la cybersécurité, à la défense, tout ce qui est militaire, mais aussi à l'énergie, et il y a d'autres sujets. Qu'est-ce que c'est l'autonomie stratégique en un mot? C'est en fait prendre son destin en main. Ça veut dire qu'au lieu de subir, on essaye d'agir. Et c'est le projet que nous essayons de mener pour 2024 en Belgique et en Europe. Et donc j'arrive à l'Europe justement. Une Europe qui, pour être soudée, doit être autonome. Elle pourrait ainsi être plus forte. Et on l'a vu dans la crise du Covid avec les masques, on l'a vu dans la crise en Ukraine avec la diminution des coûts de l'énergie qui était d'ailleurs la conséquence de notre trop grande dépendance au gaz. On a vu que quand on est soudé en Europe, on est beaucoup plus fort. Et on doit être soudé non seulement en réponse à des grandes crises, mais on doit surtout être soudé autour de valeurs communes. Et ces valeurs, on a l'impression qu'elles sont acquises ici en Belgique. C'est l'égalité homme-femme, la neutralité de l'État, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté d'être et surtout la liberté de devenir qui on a envie de devenir. Et ces valeurs, elles sont mises à mal par certains et ça nous trouvons inacceptable. L'Europe, c'est un projet de société, certes, mais c'est aussi un projet économique. Et vous savez à quel point les libéraux ont à cœur de défendre ce projet économique. Les libéraux aiment l'Europe. Mais j'ai toujours dit que aimer l'Europe, ça voulait dire être aussi en capacité de la critiquer. Aimer l'Europe, ça ne veut pas dire être aveugle, ça ne veut pas dire être naïf, ça veut dire aussi que quand elle va trop loin, l'Union européenne, et qu'elle manque de pragmatisme, comme on le voit aujourd'hui avec les agriculteurs, il faut être capable de le dénoncer pour changer de cap. Parce que ce que nous voulons, en définitive, c'est une Europe stratège, une Europe qui protège, mais surtout une Europe au plus proche des gens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Wilmès. Voilà donc qui termine la présentation de nos mesures par l'ensemble de nos têtes de liste. Nous allons vous demander d'ici quelques instants de voter sur ce programme présenté. Effectivement, notre président arrive d'ici quelques minutes, mais juste avant, l'occasion peut-être de revenir sur ces moments de vie, les moments de partage, les moments que, ensemble, nous vivons dans le cadre des activités du parti. Et encore une fois, eh bien, ça se passe en images. Durant les 4 années passées, nous sommes partis à votre rencontre. Tous les soirs, pour débattre, aux côtés d'experts, sur de nombreuses thématiques, avec nos libres débats et nos soirées Belgium 2030. Nos 2 grands congrès Belgium 2030, colonne vertébrale de notre projet politique à l'horizon du bicentenaire de notre royaume. Il y a quelques mois encore, sous le soleil des lacs de l'Odeur, lors de nos universités d'été. Au quotidien, avec nos rencontres de terrain, les différents groupes de travail et plus récemment, lors de la remise de nombreux mémorandums. Depuis toujours, nous sommes à vos côtés pour vous entendre, à vos côtés pour nous battre, à vos côtés pour une vraie alternative face aux 50 nuances de gauche. Alors ensemble, en 2024, l'avenir, c'est clair, ensemble, faisons triompher le projet libéral. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir comme il se doit le président du MR, Georges-Louis Boucher.
merci beaucoup, merci pour votre présence aussi nombreuse un dimanche matin à Marche. Je ne sais pas, Willy, combien il y a d'habitants à Marche. Il y en a quand même plus que dans cette salle, mais néanmoins, je crois qu'on a quand même une belle représentativité parce qu'en fait, vous venez de partout. Vous êtes 1500 ce matin à nous avoir rejoints pour lancer notre campagne électorale. Vous savez à quel point le moment est important et comme l'a indiqué Kassem, en réalité, il met fin à plus de 2 années de travail, 2 années de travail à vos côtés, avec vos élus, mais avec chacune et chacun d'entre vous, lors de réunions dans les sections, lors de groupes de travail au parti, de rencontres sur le terrain ou d'activités multiples. Alors je voulais vous dire merci pour ça, mais je voulais aussi lancer la campagne ce matin. Et pour lancer cette campagne, il nous reste une formalité, c'est celle de valider ce programme électoral. Alors je vais vous poser la question très directement, qui adhère à ce programme? Et si c'est le cas, vous devez lever le carton bleu. Kassem, il faudrait compter, s'il te plaît. Donc tu peux revenir pour compter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y en a une? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une abstention? Épreuve contraire? Un non? Plusieurs d'ailleurs. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer très officiellement que nous sommes en campagne. Et donc vous avez découvert par la même occasion notre slogan de campagne, l'avenir c'est clair. Alors je ne vais pas l'expliquer ou le détailler, je pense que vous avez compris pourquoi. Depuis plusieurs semaines, on vous explique qu'avec le MR, c'est clair pour que ça puisse s'éclairer. Alors, vous savez, ce programme, il est très volumineux. Aujourd'hui, on vous a présenté que quelques mesures fortes, mais ces mesures sont bien plus importantes puisque uniquement dans notre programme synthétique, nous avons plus de 100 propositions concrètes. Alors, je vous laisse deviner pour le tout grand. Et pour la première fois en Europe, un parti politique va utiliser l'intelligence artificielle pour permettre à l'ensemble de nos concitoyens de découvrir le programme. Vous savez que les programmes, en général, c'était des grands contenus que très peu de gens lisaient, tant ils étaient volumineux. Alors on nous disait, il faut faire des résumés. Le problème des résumés, c'est que si vous parlez à un boulanger, ce n'est pas la même chose que si vous parlez à un fonctionnaire, à un retraité, à un enseignant ou à un allocataire social. Et donc, la force de cette intelligence artificielle, c'est qu'en fait, et on va la tester avec vous, c'est que vous allez poser la question de votre choix et l'ordinateur va retrouver dans l'ensemble des pages de notre programme bien, la bonne réponse, celle qui vous convient. Non pas une recherche par mots-clés, mais véritablement la recomposition d'une réponse en quelques phrases qui permet à chacune et chacun de savoir pourquoi il doit voter pour le mouvement réformateur. C'est aussi un outil essentiel pour nos candidats, puisque avant chaque débat, vous aurez une plateforme qui vous permettra d'aller vérifier quelles sont les réponses aux différentes thématiques qui vous seront posées. Et en plus, la machine est capable de vous chronométrer le temps pour diffuser cette réponse. C'est donc un outil à la fois de proximité, un outil d'efficacité
et un outil de technologie, mais quand on est le parti qui a le numérique, que ce soit du côté wallon avec Willy Boursu, que ce soit du côté fédéral avec Mathieu Michel, nous nous devons d'être en pointe. Et je le répète, nous sommes en pointe au niveau belge, mais aussi au niveau européen. Alors, cet outil d'intelligence artificielle, il porte un nom. Il porte le nom de Victor. Certains ont hésité avec Lilou, mais on a choisi Victor. Pourquoi Victor? En fait, en référence à un de mes prédécesseurs, un ancien président du Parti libéral, Victor de Lavellée, que vous voyez ici, et qui est en réalité le véritable inventeur du V de la victoire que Churchill lui a repris. Alors, au-delà d'être un personnage illustre et peut-être trop souvent méconnu, c'était l'occasion aussi de nous porter un bon présage et de tous ensemble espérer pouvoir faire le V de la victoire le 9 juin prochain. Alors, cet outil, il a été développé par des jeunes. Quand je dis des jeunes, ils sont vraiment très jeunes. Le plus vieux de leur équipe a 20 ans. Ces jeunes, je vais les appeler près de moi. Il s'agit de Maxime, Cyril et Guillaume. C'est eux qui ont développé ce logiciel. Venez avec moi. Alors, la première fois, on m'a dit, il y a 3 jeunes qui veulent te rencontrer, ils ont un super outil pour la campagne. Alors, je dois vous dire qu'en ce moment, il y a plein de gens qui ont plein de super outils et qui veulent surtout me vendre plein de choses. Je les ai quand même reçus. Je dois vous avouer qu'au début, je me suis dit, c'est quand même un peu risqué, puisque leur entreprise vient à peine d'être fondée. Mais alors, ils ont fait quelque chose d'extrêmement efficace, c'est qu'ils nous ont fait une démonstration. Une démonstration en fait d'un logiciel qui intègre notre programme, nos éléments de discours, les éléments qui se trouvent sur nos réseaux sociaux. Et l'ensemble de mes équipes ont utilisé pendant plus d'1 mois ce mécanisme pour voir si ça fonctionnait. Je peux vous dire que ça marche tout le temps. Tout le temps, il a la bonne réponse, mais surtout quand il ne sait pas, contrairement à beaucoup de politiques, il dit qu'il ne sait pas. Ce qui est quand même la meilleure preuve d'efficacité du système. Alors je vous laisse peut-être dire quelques mots et puis Yacine passera auprès de 3 témoins que nous avons sélectionnés tout à l'heure qui poseront leurs questions pour pouvoir tester le logiciel. Je t'en prie. Voilà, alors bonjour à tous. Comme Georges Louis l'a dit, nous sommes 3 jeunes entrepreneurs, nous avons fondé Meridiem. Donc nous intégrerons l'IA dans les sociétés belges. Et aujourd'hui, en collaboration avec l'EMR, nous avons développé Victor, une intelligence artificielle qui permettra de discuter avec le programme et répondre à toutes vos questions. Alors une démo vaut mieux que 1000 mots. Alors, est-ce que le premier témoin est déjà près de son micro? Yacine est là. Allons-y. Bonjour. Bonjour. J'aimerais demander à Victor qu'est-ce qu'il prévoit pour enrayer la désertion des médecins ruraux, en ruralité du moins. Alors, quid sur les déserts médicaux? Le temps d'introduire la question à la régie. Faites attention parce qu'à chaque fois que Bill Gates présentait quelque chose, ça ne marchait pas. Et ça nous ferait une très mauvaise publicité. Est-ce qu'à la régie, on introduit donc la question sur les déserts médicaux? Voilà, c'est parti. Pour combattre les déserts médicaux, le MR mise sur l'incitation financière pour encourager les médecins à s'installer dans les régions en pénurie. Et envisage même de contraindre en cas de nécessité. Nous soutenons également l'investissement dans la télémédecine et l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès aux soins. Ainsi, nous cherchons à garantir un accès équitable aux services de santé pour tous, en particulier dans les zones rurales. Je pense que c'est assez efficace. Mais c'est peut-être un coup de chance. C'est peut-être un coup de chance. Une horloge cassée donne l'heure correctement 2 fois par jour. Donc il ne faut jamais se fier sur une seule preuve. Est-ce qu'on a un deuxième témoin dans la salle qui va pouvoir poser sa question?
Là-bas, parfait. Je vous en prie, madame. Bonjour. Donc, que propose l'EMR pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors, le temps de se rôder. Maintenant, la question va aller plus vite. Le MR s'engage activement contre le réchauffement climatique par des mesures fiscales favorisant les comportements éco-responsables, le soutien au développement des filières de biogaz et biomasse et des investissements ciblés dans l'énergie renouvelable. Nous visons aussi l'amélioration de la performance énergétique des logements et une politique climatique basée sur des données scientifiques. C'est une approche globale pour un futur durable. Alors, ça commence à être convaincant, et juste pour l'anecdote, mais on vous fera une présentation plus détaillée, vous voyez qu'en dessous, il y a des suggestions de pouvoir avoir des questions qui découlent de la première question, ce qui permet de développer alors le propos sur le sujet. Alors, on va passer à la troisième et dernière question, pour véritablement vous convaincre que Victor est un outil extrêmement efficace. La troisième question est ici. Monsieur, c'est à vous. Bonjour à tous. Ma question, c'est pourquoi y a-t-il si peu de différence entre quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui ne travaille pas? Question centrale de notre programme. Victor, tu as intérêt à être bon, hein? Alors pour ceux qui voudront aller plus vite, vous voyez une petite icône avec un micro. Et donc vous aurez l'occasion, si c'est via votre téléphone par exemple, de parler directement pour poser votre question. Vous ne serez pas obligé de l'écrire. C'est parti. C'est une question qui est tellement difficile qu'il cherche. Alors la réponse c'est le MR est conscient de cette problématique et propose une augmentation du différentiel entre les revenus du travail et les allocations sociales d'au moins 500 € net par mois. Nous visons à revaloriser le travail en s'assurant qu'il soit toujours plus avantageux de travailler que de rester inactif. Cela passe aussi par une révision des mécanismes fiscaux pour une équité entre travailleurs et allocataires sociaux. Je pense que la démonstration était quand même efficace. Alors, simplement pour vous dire en termes pratiques, le logiciel sera disponible sur notre site internet ce soir à partir de 20 h et permettra alors de démarrer immédiatement la campagne et de rediriger l'ensemble de nos concitoyens vers notre programme. Moi, je voulais vraiment vous féliciter tous les trois parce que vous savez, à travers ce choix, il y a le choix bien évidemment d'utiliser une technologie, mais il y a surtout le choix de faire confiance en la jeunesse. C'est de faire le choix en des personnes qui, à un moment donné, prennent un risque, maîtrisent une technologie et n'ont pas peur. Parce qu'ils ont dû passer, figurez-vous, plusieurs entretiens, parfois impressionnants. Il y avait 15-20 personnes. Ils ne se sont jamais démontés. Ils ont toujours expliqué les choses correctement. On leur a posé énormément de questions aussi sur le plan technique. On est revenu très régulièrement pour essayer d'améliorer l'outil. Ils ont toujours répondu présent. Et donc, je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements parce que ces trois jeunes, ça, c'est vraiment une source d'avenir et d'espoir pour notre pays. Bravo! Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas être trop long puisqu'on a voulu un congrès extrêmement dynamique et puis Victor a toutes les réponses. Donc bientôt, vous pourrez élire Victor à ma place, il vous répondra parfaitement. Mais plus sérieusement, je voulais simplement revenir sur un élément qu'a évoqué Willy, c'est le choix du lieu. Le choix de Marche-en-Famenne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formations politiques qui choisissent la province du Luxembourg pour lancer leur campagne électorale. Souvent, on choisit Namur, voire Bruxelles,
au nom de la centralité, au nom que ce sont des capitales. Si nous avons choisi la province du Luxembourg, c'est pour une raison qui est très simple. Et ce choix s'est fait avant le mouvement des agriculteurs. C'est parce que le mouvement réformateur, c'est un parti qui a les deux pieds sur terre. C'est un parti pour qui la ruralité est extrêmement importante. C'est un parti pour qui l'agriculture a toujours été au centre de nos préoccupations et pas uniquement quand quelques tracteurs sont en rue. Alors le choix de Marchand-Famenne, ça n'a pas été un choix distrait. Ça a été le signal de dire que dans notre pays, nous avons un rôle central à donner à nos villes, mais que tous nos concitoyens ont droit aux services publics, qu'il n'est pas question d'avoir des déserts médicaux, qu'il n'est pas question d'avoir des ruptures en matière de téléphonie ou de services en tout genre. C'est simplement de rappeler que chaque citoyenne et chaque citoyen payant le même impôt, eh bien qu'il habite à Arlon, Marche, Bruxelles, Hasselt, Mons, Jurbise ou n'importe où, que ce citoyen a droit aux mêmes services. Lancer la campagne à Marche, c'est montrer notre attachement à la ruralité, aux agriculteurs et à tous nos concitoyens. Alors, dans notre programme, quand vous en prendrez connaissance, il y a un préambule d'une page. Ce préambule explique à quel point demain, c'est aujourd'hui. Alors vous me direz, demain, c'est aujourd'hui, on pourrait croire à un slogan publicitaire. C'est simplement la réalité de notre époque. Les changements ont toujours existé dans l'histoire. Des changements aussi rapides, des défis aussi importants, c'est quasi inédit. Nous avons bien évidemment en premier lieu le défi climatique. C'est en investissant aujourd'hui dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire, dans la captation de CO2, dans l'hydrogène, dans la capacité que nous aurons à déployer de nouveaux processus industriels que nous sauverons le climat demain. Ce n'est pas en culpabilisant les gens, ce n'est pas en disant à vos enfants que demain ils vivront moins bien que vous. Ce n'est pas en poursuivant les agriculteurs comme s'ils étaient des pollueurs ou chacune et chacun de nos concitoyens dès qu'ils utilisent leur voiture ou l'avion. C'est en faisant confiance dans le progrès, dans l'avenir, la technologie. Les 3 jeunes qui sont montés à mes côtés, il y en a des milliers comme eux, qui sont prêts à faire œuvre utile pour notre société. Alors, c'est vrai en matière de climat, mais c'est vrai aussi en matière de sécurité. C'est en investissant aujourd'hui dans une justice plus efficace, en renforçant les effectifs policiers, en durcissant les sanctions et en faisant surtout en sorte que tout le monde qui commet un méfait passe rapidement devant un magistrat, que nous garantirons le vivre ensemble demain. Ce n'est pas comme l'ont fait trop souvent les politiques de gauche, de laisser pourrir la situation que l'on obtiendra un résultat. Nous ne devrions pas, quand on est politique, attendre la catastrophe pour déployer des master plans, pour déployer des éléments d'urgence. Nous devrions, par notre caractère précautionneux, par notre capacité à prévoir, faire en sorte que la société ne se retrouve pas au bord du gouffre avant d'agir. C'est vrai en matière de sécurité, c'est surtout vrai en matière de travail et de fiscalité. Aujourd'hui, notre pays, et on l'a démontré, est le plus taxé du monde. Nous avons également un des taux d'emploi les plus faibles. Alors, qu'attendons-nous? On attend la faillite? On continue, comme d'autres, à dépenser l'argent qu'on n'a pas? On continue à se dire qu'on a toujours fait comme ça? On attend de prendre le mur? Ou on a le courage de rediriger les choses, de s'attaquer aux vrais problèmes, de dire aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas que nous ne sommes pas leurs ennemis,
nous sommes au contraire les seuls à leur tendre la main. Nous sommes les seuls à considérer qu'il faut les accompagner dans des formations efficaces, de ne pas les laisser durablement dans le chômage qui détruit la santé, qui détruit leur morale, qui détruit les quartiers, qui fait que nous avons des dépenses sociales plus élevées que les autres. Nous ne voyons pas dans chaque individu un électeur qu'il faut brosser dans le sens du poil. Nous, les libéraux, nous voyons dans chaque individu une opportunité. Nous voyons dans chaque individu une richesse, une chance pour notre société. Mais pour ça, il faut que tous ensemble, on se mette en marche. Tu remarqueras, Willy, la déclinaison de Marche en Famenne en marche tout court. Je savais que ça ne t'avait pas échappé. Alors, si c'est vrai en matière de sécurité, d'emploi, de fiscalité, de sécurité, de climat, c'est surtout vrai dans ce qu'a évoqué Pierre-Yves comme première priorité, l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas une politique où vous pouvez claquer des doigts et attendre que le lendemain matin, nos enfants aillent mieux. L'enseignement, c'est une politique aujourd'hui, pour les 20 à 30 prochaines années. Alors je sais qu'en politique, on nous dit souvent qu'il ne faut pas parler à trop long terme parce que les gens veulent des résultats aujourd'hui. Alors je vous le dis, nous aurons des résultats aujourd'hui, mais nous travaillerons aussi pour demain, parce que je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle notre programme électoral n'est pas un programme sur une législature, mais bien sur 2 législatures. Il y a des mesures immédiates, comme la limitation des allocations de chômage dans le temps, qui entreront en vigueur. Il y en a d'autres qui prendront plus de temps, comme l'amélioration de notre qualité d'enseignement. Mais cette amélioration ne pourra se faire qu'avec un changement majeur, qui est le changement applicable à toutes nos politiques. C'est un changement de mentalité, c'est un changement d'état d'esprit. C'est le changement qui considère à dire que le sens du travail doit être au cœur de notre société, que le respect doit redevenir la norme, que la sanction n'est pas notre plaisir, mais est parfois nécessaire. C'est une société, comme l'ont dit les agriculteurs en début de congrès, c'est une société qui arrête de marcher sur la tête. Alors oui, avec le mouvement réformateur, nous remettrons les choses dans l'ordre. Alors, vous avez peut-être vu dans la presse de ce week-end un ami à nous, Thierry B, de son nom, secrétaire général de la FGTB, qui aurait pu venir, on lui aurait aussi permis de prendre la parole. Je ne suis pas certain que les applaudissements auraient été les mêmes, mais il y a de la place pour tout le monde au Parti libéral, et d'ailleurs, je le dis sans boutade, puisque dans notre processus d'élaboration du programme, nous avons aussi invité des syndicats, parce que nous devons écouter tout le monde, parce que notre richesse vient du fait que notre formation politique n'a pas de dogme, n'est pas fermée, est la maison de tous, de toutes celles et tous ceux qui s'inscrivent dans un projet démocratique. Mais par contre, Thierry parfois fait des erreurs. Il nous conseille une coalition PS, écolo, PTB. Alors, vous savez qu'en Belgique, on donne souvent un nom aux coalitions. Il y a eu la suédoise, il y a eu la Vivaldi. Moi, je vous dis une chose, je ne veux pas de la coalition du chômage. Je ne veux pas de la coalition de l'échec. Je ne veux pas de la coalition du pire. Cette coalition, c'est celle de formations politiques qui, depuis trop longtemps, sont devenus les rentiers de la précarité, sont devenus les actionnaires de la difficulté sociale. Aujourd'hui, à cela, je ne veux pas leur opposer
toutes les critiques qu'on pourrait leur faire. Je veux plutôt leur opposer notre optimisme, notre capacité à changer la société, toujours avec équilibre. Parce que vous savez, en Fédération Wallonie-Bruxelles, quand on n'est pas d'accord avec le mégapole de gauche, automatiquement, on est discrédité. Mais si vous regardez nos propositions sont toujours sur le bon sens, la mesure, l'équilibre. Oui, nous voulons sauver le climat, je l'ai évoqué, mais nous ne voulons pas faire en sorte que l'Europe perde l'autonomie stratégique dont a parlé Sophie. Nous ne voulons pas que nos agriculteurs meurent, nous contraignant à importer de l'alimentation depuis l'étranger. Nous ne voulons pas que nos industries disparaissent au risque de créer plus de précarité, plus de dépendance étrangère. Rendez-vous compte, aujourd'hui, il n'y a pas un microprocesseur qui ne vienne pas d'Asie. Tous nos appareils que nous utilisons au quotidien sont totalement dépendants de l'étranger. C'est effrayant quand on y pense. Nous devons retrouver la main. Pour retrouver la main, on doit prendre des législations intelligentes. On ne doit pas contraindre, on doit inciter. On ne doit pas détruire et reculer, on doit au contraire avancer et innover. On doit le faire en matière de climat, mais on doit le faire aussi, je l'ai indiqué, en matière de sécurité. Oui, en matière de sécurité, nous voulons plus de fermeté, mais nous voulons aussi une justice où les droits des concitoyens sont à respecter. Et le premier droit, c'est celui d'avoir une justice rapide. C'est de ne pas attendre des années avant d'avoir une décision. C'est aussi une justice qui sanctionne, car nous savons que parfois il n'y a que la sanction. Mais c'est aussi une justice qui est capable de proposer des alternatives à celles et ceux qui, par exemple, souffrent de maladies mentales, d'addiction. Toujours, que ce soit en matière de climat, de justice, nous serons dans l'équilibre. Nous le serons tout autant en matière de travail. Bien sûr, nous limiterons les allocations de chômage. Mais jamais nous ne laisserons sur le bord de la route un individu. Les CPS deviendront également, pour les personnes exclues du chômage, grâce à un transfert de moyens, un lieu d'activation, un lieu où on proposera de la formation, où on accompagnera les gens à se réinsérer, à retrouver le goût de l'effort, à retrouver ce qui fait tant défaut dans tant de régions de Wallonie et de Bruxelles, c'est l'espérance. Ce mot magnifique. Ce mot magnifique qui fait que nous avons envie de nous lever le matin. Cette envie, comme je le disais, que nos enfants vivent mieux que nous. Cette envie d'un enseignement où oui, on va remettre les points. Oui, il y aura des punitions. Oui, il y aura des devoirs. Mais on ne fait pas ça pour la sanction. On fait ça pour apprendre le goût de l'effort. On fait ça pour évaluer le niveau réel d'un enfant, pour qu'il ne s'enfonce pas dans l'échec. Réalisez-vous qu'aujourd'hui, un enfant sur 2 de moins de 15 ans a déjà doublé une fois en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces politiques qui détruisent les individus sont aussi des politiques qui gaspillent les moyens publics. 400 millions d'euros, c'est le coût du redoublement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi? Parce que certains ne veulent pas voir qu'en 3e année primaire, chaque enfant devrait savoir lire, écrire et compter. Et que celui qui n'y arrive pas doit pouvoir être accompagné individuellement pour ce faire. Mais aujourd'hui, plus que jamais, le mouvement réformateur veut revenir aux apprentissages de base. Aujourd'hui, plus que jamais, mesdames et messieurs, nous prenons un engagement pour l'avenir, nous prenons un engagement pour nos enfants. Alors, je vous ai promis de ne pas être trop long.
Et j'ai quand même intérêt à être copain avec chacune et chacun d'entre vous pour ces élections, parce qu'on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous tous, ceux qui sont venus aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir, vos amis, votre famille, tous vos proches. Mais je voudrais vous dire une chose. On sait que ce ne sera pas simple. On sera seuls. On sera seuls. Les autres formations politiques ont décidé que nous étions les ennemis. S'il y a un problème sur cette planète, c'est à cause de nous. Vous l'avez vu. Je pense qu'ils nous tiennent peut-être aussi responsables des croisades, tant cela devient ridicule. Mais vous n'êtes pas seuls. Nous ne marchons pas seuls. Aujourd'hui, nos concitoyens attendent notre projet. Ils attendent de l'énergie propre. Ils veulent être mieux récompensés quand ils travaillent que quand ils ne travaillent pas. Ils veulent une bonne école pour leurs enfants. Ils veulent des soins de santé efficaces. Ils ne veulent pas qu'on leur promette des chèques. Nos concitoyens sont malins. Ils savent qu'il n'y a plus d'argent à distribuer, mais qu'il y a énormément de gaspillage, que nous devrons avoir plus de prévention en santé, une meilleure attribution des moyens en termes de politique publique, une évaluation de celle-ci, comme l'a indiqué Adrien. Alors, n'ayez pas peur. Ça sera peut-être parfois un peu impressionnant sur les plateaux de télé. Ils vont certainement vouloir nous impressionner. Ils vont nous mettre la pression. Ça ne sera pas simple. Mais dès que vous doutez, faites-moi un plaisir. Allez voir les gens. Parce que les gens, ils ne craignent pas le changement. Ils l'attendent. Aujourd'hui, il y a une vraie aspiration au projet libéral. Parce que notre projet, en plus d'être juste, en plus d'être beau, en plus d'être porteur d'espoir, il est aujourd'hui indispensable. Alors plus que jamais, soyez fiers d'être des libéraux. Et n'oubliez pas, avec le MR, l'avenir, c'est clair!